Bonjour chers élèves, je m'appelle Monsieur Joseph Ndiane, professeur de SVT et coordonnateur des SVT au projet d'appui au renouveau des curricula. Je vous invite à partager avec moi aujourd'hui, dans ces temps de crise, quelques activités d'apprentissage pour comprendre les notions de base de la génétique. Pour aborder la leçon 28 de notre programme de terminale S2, on va quand même se souvenir de quelques notions qui avaient été acquises dans les classes antérieures. En classe de seconde, vous avez étudié dans le chapitre espèces et variations la notion de caractère héréditaire, la notion de race pure, de variété pure, de lignée pure. En première S, vous avez également étudié dès l'organisation de la cellule, les rôles du noyau, en particulier le rôle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout le rôle génétique du noyau. Vous avez étudié également dans la synthèse des protéines la structure de la molécule d'ADN, dans l'expression des molécules d'ADN, dans l'expression des séquences de nucléotides. Vous avez vu également que parfois, cette séquence pouvait subir des modifications que vous avez appelées des mutations. Vous avez évoqué le code génétique, la correspondance entre les triplés de nucléotides de l'ARN messager et les 20 acides aminés naturels. Enfin, en étudiant les karyotypes et la mitose, vous avez évoqué les chromosomes et surtout, vous aviez distingué entre l'homme et la femme des chromosomes qui avaient été appelés des gonosomes. Vous avez également vu les chromosomes communs à l'homme et à la femme qu'on appelle des autosomes. Et vous avez également constaté que chez les espèces qui ont un nombre pair de chromosomes, l'immense majorité des espèces, les chromosomes sont par paire puisque nous recevons un chromosome d'origine paternelle, un chromosome d'origine maternelle. Et ces deux chromosomes constituent des chromosomes homologues, les deux chromosomes de la même paire. On connaît les karyotypes diploïdes et les karyotypes haploïdes. Quand vous dites diploïde, ça veut dire que les chromosomes sont par paire. Haploïde, haplos signifie simple, donc les chromosomes sont un par paire. Au lieu d'avoir deux, on a un seul. Par exemple, en classe de première, on a vu que les gamètes, les cellules sexuelles, ont un nombre haploïde, ont un seul chromosome par paire, c'est des cellules haploïdes. En terminale, nous avons étudié également, au cours de la formation des gamètes, le processus universel, les deux divisions successives, la division réductionnelle et la division équationnelle, qu'on appelle méiose, et cette méiose-là s'accompagnait d'un mélange de chromosomes paternels et de chromosomes maternels. Vous aviez donc étudié le brassage interchromosomique, le brassage intrachromosomique, et nous verrons dans ce chapitre que ces brassages ont des conséquences génétiques. Enfin, nous allons donc revenir un peu en arrière. Donc, voilà. Enfin, il y a la fécondation. Et la fécondation, c'est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Donc, la fusion des deux gamètes rétablit la diploïdie, rétablit 2N. Et nous verrons donc que de génération en génération, il y a une alternance entre méiose pour la production des gamètes et fécondation pour former une cellule œuf qui sera à l'origine d'un nouvel individu. Donc, leçon 28, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. On va passer aux séquences de la leçon. Donc, 5 séquences, nous vous proposons 5 séquences. Première séquence, le monohybridisme autosomique. Quand on dit hybride, hybride signifie métis. Mono signifie un.
Donc le monohybridisme autosomique, nous avons vu les autosomes, les chromosomes non sexuels. Ensuite, on verra en grande l'exception à la première loi de Mendel, l'hérédité liée au sexe, le dihybridisme avec indépendance des caractères, le dihybridisme avec liaison totale de gènes, et enfin, le dihybridisme avec liaison partielle et l'établissement des cartes factorielles, qu'on appelle également cartes chromosomiques. Pour baliser notre route, donc, nous allons évoquer ici les compétences qui sont ciblées. Donc, le programme de terminale cible essentiellement 3 grandes compétences. La compétence s'informer, c'est-à-dire la compétence relative à la recherche et au traitement de l'information à partir de résultats expérimentaux de croisement d'animaux ou de végétaux. Donc, on verra qu'en génétique, on se base toujours sur les résultats des croisements pour imaginer, formuler une hypothèse, penser à un mécanisme de transmission des caractères héréditaires, et nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a également la compétence raisonnée, compétence relative à la pratique du raisonnement scientifique. On va exploiter des résultats expérimentaux, on va tirer des conclusions, on va les mettre en relation pour expliquer le mode de transmission de caractère héréditaire chez les animaux et chez les végétaux. Enfin, il y a le troisième grand domaine de compétence qui est la compétence communiquée, puisqu'en génétique également, il y a des règles, des conventions d'écriture, des conventions de représentation, et donc on aura à présenter des données relatives au phénotype, au génotype, au croisement et aux générations successives en respectant la formalisation en génétique, c'est-à-dire en respectant les conventions d'écriture en génétique. Enfin, les objectifs qui sont visés, allez-y, donc plusieurs objectifs sont visés, expliquer le mode de transmission d'un caractère gouverné par un seul gène autosomique qui a 2 versions, 2 formes alléliques, on y reviendra tout à l'heure, s'approprier l'utilisation des outils de la génétique, déterminer le génotype d'un individu, ensuite expliquer le mode de transmission, donc on l'a dit, vous pouvez passer aux autres objectifs spécifiques. On aura également à expliquer le mode de transmission d'un caractère qui se localise sur les chromosomes sexuels, qu'on appelle également les gonosomes. On va également déterminer, on va comparer en tout cas des karyotypes pour identifier les chromosomes sexuels et s'appuyer sur cela pour pouvoir déterminer le mode de transmission d'un caractère qui se trouve sur un chromosome sexuel. On va également maîtriser expliquer comment se transmettent 2 caractères qui sont gouvernés par 2 gènes qui se trouvent sur deux paires de chromosomes différentes. On va également s'intéresser à la transmission, donc on va expliquer la transmission de 2 gènes qui se trouvent sur le même chromosome. Et enfin, on va expliquer aussi comment se transmettent 2 gènes qui se trouvent sur le même chromosome, mais qui parfois sont séparés quand il y a un brassage intrachromosomique, c'est-à-dire quand il y a un crossing over. Et pour enclencher, pour la situation déclenchante, donc qu'on appelle également situation problème, imaginez par exemple qu'un de vos camarades qui est dans un village ou dans une ville où on réalise un élevage de moutons. Il remarque que le croisement des plus beaux spécimens, des plus beaux moutons, des plus belles brebis, les plus beaux béliers, que ce croisement ne leur donne pas toujours les meilleurs agneaux possibles. Il constate quand même que les agneaux ressemblent plus ou moins à leurs parents, mais le résultat qu'il attendait n'a pas été obtenu, exactement comme il l'imaginait. Alors, il se demande, il cherche à comprendre l'hérédité pour savoir comment se transmettent ces caractères
afin de pouvoir orienter ces croisements et obtenir des spécimens qui lui permettent d'apporter une valeur ajoutée, d'avoir des béliers dont la valeur marchande est importante. Pour expliquer cela, pour expliquer ce mode de transmission des caractères héréditaires, 2 scientifiques ont eu à proposer les résultats de leurs travaux. Il y a d'abord Mendel, ensuite Morgan. Et qu'est-ce qu'ils nous ont proposé, Mendel et Morgan? Eh bien, on verra tout à l'heure, dans l'étude du monohybridisme et du dihybridisme, quelles sont les théories qui ont été proposées par ces 2 éminents scientifiques. Donc, grand 1, on va passer au monohybridisme autosomique. Donc, les objectifs spécifiques, c'est pour les collègues, ça peut aller un peu plus vite, c'est tout juste pour savoir quelle est la voie que nous allons emprunter pour atteindre, pour faire comprendre aux élèves les enseignements apprentissages. Donc, première activité proposée à nos apprenants, on vous dit, en croisant des lignées pures de pois. Le pois, c'est une plante comme petit pois. Donc, en croisant des lignées pures de pois différentes par un caractère, Mendel avait constaté que les résultats statistiques étaient toujours identiques dans les 2 premières générations d'individus obtenus chez les 22 variétés de pois qu'il avait étudiées. Problématique. Est-ce que c'est la même chose qu'on aurait obtenu avec les animaux? Et comment expliquer la transmission d'un caractère héréditaire autosomique en utilisant les outils de la génétique? Voilà la problématique. Et on met à ta disposition 2 documents. 2 documents pour comprendre et répondre à cette problématique. Premier document, on te dit, on croise 2 races pures de souris. Des mâles qui ont un pelage gris avec des femelles à pelage blanc. Puis des mâles à pelage blanc avec des femelles à pelage gris. Autrement dit, on croise 2 races pures de souris qui ne diffèrent que par la couleur de leur pelage. L'une des lignées pures de souris a un pelage gris, l'autre a un pelage blanc. On les croise et on intervertit les sexes, c'est-à-dire on réalise ce qu'on appelle en génétique des croisements réciproques. Ensuite, on constate que la première génération de souriceaux obtenus est constituée d'individus mâles et d'individus femelles, tous de couleur grise. Donc, on croise des souris grises et des souris blanches. Tous les descendants sont gris. Ensuite, ces descendants gris sont croisés à leur tour. Donc, des croisements consanguins de souris de première génération engendrent une deuxième génération filiale de souris constituée de 33 souris blanches et de 100 souris grises. Donc, si je résume rapidement le document 1, on a croisé une souris grise avec une souris blanche. Ensuite, on a interverti les sexes, c'est-à-dire, premier croisement, on croise un mâle gris, une femelle blanche. On a 100% de souris grises. Ensuite, on prend une femelle blanche, mâle gris, femelle blanche. On intervertit les sexes, mais quel que soit le croisement, vous obtenez en F1, vous obtenez exclusivement des souriceaux qui sont gris. Et ces souriceaux gris sont croisés à leur tour entre elles. Et un tel croisement est appelé un croisement consanguin. Parce que les souris obtenus, les souriceaux obtenus, sont des frères et sœurs. On les croise et on obtient une deuxième génération de souriceaux qu'on va appeler la génération F2. C'est ce que nous dit le deuxième document. Et en F2, on a 100 souriceaux gris et
33 souriceaux qui sont blancs. Deuxième document qui nous apporte des informations sur la formalisation en génétique, autrement dit, sur les conventions d'écriture en génétique et sur certaines représentations en génétique. Et on nous dit qu'en génétique, les premiers individus croisés sont appelés les parents, P1 et P2. Et ces parents vont engendrer une première génération de fils qu'on appelle la F1, F1 qui est le symbole de la première génération filiale ou première génération de fils. Ensuite, ces individus F1 croisés entre eux vont donner une deuxième génération de fils qu'on appelle la génération filiale numéro 2, symbolisée par F2. Si le caractère étudié, le caractère qu'on étudie, c'est toujours l'apparence extérieure. Le caractère, c'est l'apparence extérieure, c'est l'aspect visible. Et cet aspect visible est commandé par un fragment d'ADN qu'on appelle un gène, nous y reviendrons, et ce gène-là va avoir plusieurs versions qu'on appelle les allèles. Par exemple, le fragment d'ADN qui commande la couleur du pelage est le gène qui commande la couleur du pelage. Ce gène peut avoir deux formes, la forme grise ou bien la forme blanche. On dira que ce gène a deux versions alléliques. Ce gène a l'allèle gris, il a l'allèle blanc. Donc les allèles, ce sont les différentes formes du gène. Et un gène, c'est le fragment d'ADN qui commande un caractère héréditaire. Ce que nous voyons, c'est le caractère, l'aspect. Et ce caractère est commandé par un fragment d'ADN qui est à l'intérieur des chromosomes que nous ne verrons pas et qui est appelé le gène. Donc le gène a deux versions qu'on appelle les allèles et chaque allèle est représenté par l'initiale du caractère. Et pour rendre hommage à Mendel, Mendel représentait, Mendel est le père fondateur de la génétique moderne et il représentait l'allèle dominant, l'allèle qui s'impose, il le représentait par l'initiale du caractère en majuscule. Et le caractère qui est battu, le caractère qui est masqué, il représentait ce caractère, l'allèle qui commande ce caractère, par l'initiale du caractère en lettres minuscules. Donc, l'allèle dominant ou allèle vainqueur, puisque on reprend l'expression de Mendel, ou allèle vainqueur, est représenté par une lettre majuscule, alors que l'allèle vaincu, c'est-à-dire l'allèle récessif, est représenté par une lettre minuscule. Si vous n'avez pas bien compris, on va dire que lorsqu'une souris grise est croisée avec une souris blanche, si tous leurs descendants sont gris, alors que la souris grise a donné du gris à son enfant, la souris blanche a donné du blanc à son enfant, l'enfant hérite de blanc et de gris, mais est gris, on va dire que gris est dominant. Gris s'est imposé, gris est le vainqueur, et gris sera représenté par G majuscule. Et blanc qui a été vaincu, on va le représenter en lettres minuscules. Ça, c'est des conventions en génétique. En exemple, si on prend toujours un exemple dans les travaux de Mendel, Mendel a croisé deux variétés de pois. Une variété dont les graines avaient un contour lisse et des graines qui avaient un contour ridé. Et quand il les a croisées, il a constaté qu'à la première génération, toutes les graines avaient un contour lisse. Et dans ce cas, lisse sera représenté par L majuscule. Et pour l'apparence extérieure lisse, ce qu'on voit, on l'appelle en génétique le phénotype.
Donc l'aspect en génétique est appelé le phénotype. Et ce qui détermine ce phénotype, c'est un gène que nous ne voyons pas qui est au niveau de l'ADN et l'ensemble des gènes d'un individu représente son patrimoine génétique ou encore génotype. Le génotype sera représenté conventionnellement par une fraction alors que le phénotype est représenté entre crochets. Par exemple, une graine qui est lisse, on va la représenter par grand L entre crochets. Si cette graine lisse est de race pure, c'est-à-dire n'a que du lisse, on va la représenter par une fraction. Une fraction, on va mettre L, L. Et pour associer un peu de pratique à la théorie, si on réalise le croisement, donc parent grand P, lisse, croisé avec ridé, ces parents engendrent une F1 où on a 100% de graines qui sont lisses. On va dire que le phénotype de cette graine, son apparence extérieure, on va l'écrire entre crochets en mettant ceci. Graine ridée. Et ici, graine lisse. Donc, le phénotype est représenté par l'initiale du caractère entre crochets. Phénotype, l'initiale du caractère entre crochets. Et ici également, le phénotype, le voilà. Ça, c'est des conventions d'écriture. Maintenant, pour le génotype, c'est-à-dire pour l'équipement allélique, ce qui est à l'intérieur de la cellule et qui détermine cette apparence extérieure, on va dire que cette graine-là, qui est de race pure, son génotype sera petit r sur petit r. Ça, c'est génotype. Et ici, phénotype. Ici, phénotype. Et le génotype, on va mettre grand L sur grand L. Ceci signifie que cet individu est diploïde. Sur un chromosome homologue, il a l'allèle grand L. Et sur l'autre chromosome de la même paire, il a l'allèle grand R. Et on va dire que ça, c'est son génotype. Ensuite, lui, on verra tout à l'heure que son parent-là lui donnera un seul gamète, donc un seul allèle, lui aussi un seul allèle, un seul gamète. On va y revenir tout à l'heure dans l'activité. Voilà. Donc le phénotype, c'est l'apparence extérieure. Ce phénotype est déterminé par un génotype et nous allons respecter les conventions d'écriture édictées par Mendel. Ensuite, on nous dit ici qu'un poids de race pure sera dit homozygote. Quand vous dites homozygote, homoios signifie semblable. Donc un individu homozygote, c'est un individu qui a le même allèle sur les deux chromosomes homologues. Donc un homozygote, c'est un individu qui sera par exemple grand L sur grand L ou bien petit r sur petit r.
Donc, homozygote signifie qu'il y a 2 allèles identiques sur les 2 chromosomes homologues. Si vous avez 2 allèles différents sur la paire de chromosomes homologues, on ne dira plus que vous êtes homozygote, on va dire que vous êtes hétérozygote. Donc ici, hétérozygote, hétérozygote, qui a grand L, petit r. Hétérozygote, 2 allèles différents. Homozygote, 2 allèles identiques. Donc, je récapitule. Il y a des conventions d'écriture en génétique. Les 2 premiers individus croisés en génétique seront appelés les parents et représentés par P. Leur premier descendant, leur première génération de fils est appelée la F1. Ces F1 vont engendrer une F2. Donc P fois P donne F1, F1 fois F1 donne F2. Ces parents se distinguent par des caractères observables. L'aspect qui est vu est appelé le caractère. Ce caractère, il est l'expression de quelque chose qu'ignorait Mendel et qu'il a appelé facteur, mais que nous connaissons aujourd'hui et qu'on appelle le gène. Maintenant, ce gène, puisque vous avez déjà vu la molécule d'ADN, le gène, c'est une séquence de nucléotides de l'ADN. Et quand cette séquence de nucléotides qui commande un caractère subit une petite modification, vous l'aviez appelé en classe de première une mutation. Et ce sont ces mutations qui sont à l'origine des différentes versions du gène qu'on appelle les gènes allèles. Par exemple, la souris peut avoir un gène qui commande la couleur grise ou un gène qui commande le pelage blanc. Les 2 versions de ce gène seront appelées les gènes allèles ou tout simplement allèles. Maintenant, quand on croise une souris grise et une souris blanche, si tous les souriceaux sont gris, on va dire que ces souriceaux qui ont reçu de l'un de leurs parents gris et de l'autre parent, il a reçu blanc, si ces souris sont grises, on va dire que gris est vainqueur, gris est dominant dans le langage génétique. Et l'allèle qui commande gris sera représenté par grand G en majuscule. Et l'allèle qui commande blanc sera représenté par B en minuscule. Grand G entre crochets sera le phénotype, ce qu'on voit. Et grand G sur grand G sera le patrimoine génétique, l'équipement allélique. Et on l'appelle le génotype. Si vous êtes de race pure, dans un monohybridisme autosomique, l'individu de race pure, il a le même allèle 2 fois. On va dire qu'il est homozygote. S'il a un allèle et un autre allèle différent, on dit qu'il est hétérozygote, il est un métis. Et le métis en génétique est appelé l'hybride. Ensuite, voilà donc expliquer la formalisation en génétique. On va passer maintenant aux consignes. Et pour ces consignes, c'est vous qui allez maintenant, fort des données apportées par les 2 documents, vous allez essayer de répondre à la consigne. La consigne qui est l'ensemble des instructions de travail données à l'apprenant. Première consigne. Indique le nombre de caractères étudiés et déduisant le type de croisement. Deuxième consigne, précise la relation de dominance entre les caractères en t'appuyant sur l'analyse statistique des phénotypes obtenus en F1.
Autrement dit, regarde quel est le phénotype des individus de la F1 et déduisant le caractère qui s'est imposé. Donc, vraiment, ce n'est pas difficile. Ensuite, troisièmement, on vous demande de tirer une conclusion du résultat des croisements réciproques. On avait vu que quand on fait le croisement souris grise blanche fois souris grise noire, fois souris blanche, une souris grise mâle croisée avec une souris blanche femelle, 100% de souris grises. On intervertit les sexes, on a toujours 100% de souris grises. On te dit quelle conclusion tu peux tirer de cela. Enfin, avant-dernière question, on vous dit exploite les résultats obtenus en F2 pour préciser le génotype des individus de la F1 et de leurs gamètes. Le génotype, on a dit, c'est l'équipement allélique. Ensuite, cinquièmement, écris les phénotypes, les génotypes des parents, des F1, des F2 du document 1 en utilisant les informations extraites du document 2. En termes simples, on te demande ici, en 5, de faire une interprétation factorielle en respectant les conventions d'écriture, écrire les phénotypes, les génotypes, les gamètes, l'équipement allélique des gamètes, et ensuite faire un tableau qui résume les probabilités de rencontre des gamètes, les possibilités de rencontre des gamètes, et c'est ça qu'on appelle un échiquier de croisement. Nous allons y revenir. Donc, on vous laisse quelques minutes pour exploiter le document 1 et les informations du document 2 et répondre à la consigne. Et on va donner la parole à un garçon et à une fille. Parfait. Et on va donner la parole à Samba Galadioba. Samba, quelle réponse apportes-tu à la question numéro 1? C'est évident, parfait. Il y a un seul caractère qui est étudié. Les souris ne se distinguent que par la couleur du pelage. Elles ont la même forme, la même taille, ce n'est que la couleur du pelage. Donc, un seul caractère est étudié, la couleur du pelage. Donc, le croisement est un monohybridisme. Mono signifie un, hybride signifie métis. Donc, on a métissé des individus qui se distinguent par un seul caractère. Ensuite, deuxième question, on va donner la parole à Fatou Badji. Oui, parfait Fatou. Donc, elle nous dit que à la F1, tous les individus sont gris. Et comme tous les individus sont gris, elle en déduit que gris domine blanc. Donc, passer à la troisième production, troisième réponse. Troisième réponse, on vous demande, pour la troisième question, tire une conclusion sur le résultat des deux croisements réciproques. Oui, parfait, c'est bon. Si les deux croisements réciproques donnent chaque fois la même chose, on en déduit que, que le gène qui commande ce caractère se trouve sur les chromosomes communs à l'homme et à la femme. Et les chromosomes communs à l'homme et à la femme, ce sont les chromosomes appelés chromosomes non sexuels ou autosomes. Donc, chaque fois qu'un croisement et le croisement inverse de race pure donne une F1 homogène, on va en déduire que le sexe n'intervient pas dans la transmission de ce caractère. Autrement dit, les chromosomes sexuels ne sont pas impliqués, donc l'hérédité est une hérédité autosomale. On dit aussi, en français, hérédité autosomique. Quatrièmement, on nous demande d'exploiter les résultats obtenus en F2
pour préciser le génotype des individus de la F1 et de leurs gamètes. Lorsqu'on a croisé les souris grises de la F1, ces souris sont toutes grises. Et à la F2, vous avez et des souris grises et des souris blanches. Donc, première information, on croise des souris grises, on a des souris grises et des souris blanches. Donc, les souris grises croisées ne sont pas de race pure. Ça, au moins, c'est sûr. Premièrement, elles ne sont pas de race pure parce qu'elles ont engendré et des blancs et des grises, des blanches et des grises. Deuxième information, pour qu'elles puissent engendrer des grises et des blanches, pour être blanc, pour avoir le phénotype blanc, il faut avoir reçu de son père l'allèle blanc, avoir reçu de sa mère l'allèle blanc. Donc, les individus de F1, en produisant des gamètes, bien qu'ils soient gris, il y a eu des gamètes qui n'avaient que blanc et des gamètes qui n'avaient que gris. L'individu de F1 a produit donc deux types de gamètes, des gamètes qui sont gris, des gamètes qui sont blancs. Et quand l'un des parents produit un gamète qui a blanc tout en étant gris, l'autre parent fait la même chose. Quand deux blancs se rencontrent, on aura dans la descendance de parents gris des enfants qui sont blancs. Donc, l'hétérogénéité de la F2, c'est-à-dire les deux phénotypes apparus en F2, montre que les F1 sont hybrides. Ensuite, quand ils produisaient des gamètes, leurs gamètes ne sont pas hybrides comme leurs parents, comme ceux qui les ont produits. Les gamètes des hybrides ne sont pas hybrides. Les gamètes ont l'une des instructions ou l'autre instruction, donc le gamète n'a qu'un seul allèle parmi les deux allèles. Enfin, écrit les phénotypes, les génotypes de F1, des parents de F1, et là ça devient simple. On va respecter les conventions d'écriture et au lieu de vous donner directement ici la production attendue de l'apprenant, on va ensemble faire ça au tableau et vous allez voir que c'est extrêmement facile. C'est à la limite un jeu quand on a bien compris. Donc, je vais ici faire ce que nous appelons une interprétation factorielle. Interprétation factorielle. C'est-à-dire une explication des résultats à partir de ce que Mendel appelait des facteurs parce qu'il ne connaissait pas le gène. Mais on sait qu'aujourd'hui, ce qu'il appelait facteurs, ce n'était rien d'autre que les gènes. Donc, pour représenter les parents croisés, on met P. Et je vais commencer par les phénotypes des parents. Donc, phénotype des parents. Et les parents sont l'un gris, l'autre blanc. Ensuite, les génotypes des parents. On a dit que les parents sont de race pure. Être de race pure pour un caractère, c'est n'avoir que ce caractère, parce que papa t'a donné ce caractère, maman t'a donné ce caractère. Donc, une souris grise de race pure sera une souris grise qui a reçu G de son père et qui a reçu également G de sa mère. Et une souris blanche de race pure
même chose. Elle a reçu blanc de son père, elle a reçu blanc de sa mère. Et ces deux souris sont diploïdes. Lorsqu'elles vont produire des gamètes, nous l'avons dit, les gamètes sont haploïdes. La méiose va séparer les chromosomes homologues et les répartir au hasard dans les gamètes. Donc, les gamètes, cellules sexuelles, gamètes des parents, le gamète va prendre soit ce chromosome homologue, soit l'autre. Quel que soit le gamète qu'il prend, il n'aura que l'allèle G. Donc 100% des gamètes G. Et je lui mets ici son unique chromosome. Ici aussi, même chose. Tous les gamètes prendront soit ce chromosome homologue, soit l'autre. Et quel que soit le chromosome qu'hérite le gamète, il aura le même allèle. Maintenant, génotype de F1, F1 provient de la rencontre de ces deux gamètes. Donc, et par convention, l'allèle vainqueur est placé toujours vers le haut, l'allèle vaincu vers le bas. Donc, allèle dominant vers le haut, allèle récessif vers le bas, toujours. Et cette souris va avoir comme apparence extérieure gris. Ensuite, quand cette souris va produire des gamètes, la méiose va intervenir et le gamète va prendre un seul des deux chromosomes homologues. Les génotypes de F1, G sur B, parce que F1 provient de l'union d'un gamète paternel et d'un gamète maternel. Donc les F1 vont avoir l'allèle venant du père et l'allèle venant de la mère. Ensuite, quand F1 va produire des gamètes, la méiose intervient et sépare les deux chromosomes homologues. Donc, certains gamètes prendront G, d'autres prendront B. Et la probabilité pour qu'un gamète prenne G, c'est 50% ou un demi. La probabilité pour qu'un gamète hérite de l'autre chromosome homologue, c'est 50% ou un demi. Donc, gamète de F1, gamète de F1, 2 points, 50%, c'est la même chose que 1 demi, grand G, et point virgule, 50%, c'est-à-dire 1 demi, allèle petit b. Donc, F1 qui est hybride produira une moitié de gamètes qui ont G, une moitié de gamètes qui ont B. Maintenant, quand on va croiser F1 fois F1, qu'aura-t-on en F2? Les gamètes de F1 vont se rencontrer pour donner la F2. Les probabilités de rencontre, les possibilités de rencontre entre les gamètes, Mendel avait effectué un tableau pour calculer les résultats statistiques attendus, résultats statistiques théoriques attendus. Et ce tableau qui résume les probabilités de rencontre des gamètes, c'est ce qu'on appelle l'échiquier de croisement. Et je représente ici l'échiquier de croisement comme ceci. Je mets là les gamètes gamètes du mâle et gamètes de la femelle. Donc, F1 peut produire G ou bien produire des gamètes B. On va mettre ici un demi de gamète G, un demi de gamète B. Et ça, c'est pour
F1 mâle, mais F1 femelle fait la même chose. Puisque F1 femelle fait la même chose, on aura ici un demi grand G, un demi petit b. Et ce tableau, nous allons le remplir, nous allons le renseigner très simplement. Quand ce gamète rencontre celui-là, on va avoir G sur G. Et quand vous avez G sur G, l'apparence extérieure, ça va être G. Et 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 quart. Là également, même chose. G rencontre B. G étant plus fort, on le met vers le haut. Et on aura donc G sur B. Et quelle est l'apparence extérieure obtenue? Oui, on aura G. Et 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 quart. On met ici 1 quart. Là également, on retrouve la même chose. G fois B. Et si vous voulez, vous pouvez, pour vous retrouver mieux, si vous voulez, vous pouvez même encercler ici et mettre là, dire que c'est un spermatozoïde. Ici, un spermatozoïde. Et dire que là, c'est un ovule. Ici, c'est un ovule. C'est la même chose. Quand ce gamète rencontre celui-là, on aura toujours G sur B. Et G sur B, G va s'imposer. On aura l'apparence extérieure G. Et 1 demi fois 1 demi donne 1 quart. Là également, B fois B, ça donne B sur B. Et le phénotype, ça sera petit b. 1 demi fois 1 demi, 1 quart. Donc, on a vu ici l'échiquier de croisement qui rend compte des résultats obtenus en F2. Je vais faire maintenant le décompte des phénotypes de la F2. Et le décompte des phénotypes de la F2, j'ai ici gris, gris, gris. 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc ici, le décompte des phénotypes de la F2, ça fait 3 quarts grand G et 1 quart petit b. Donc, on constate que ces résultats théoriques, les résultats de l'échiquier, sont exactement les mêmes résultats que ceux de l'énoncé, puisque l'énoncé nous disait qu'en F2, on avait 100 souris grises et 33 souris blanches. Si vous faites le rapport, vous calculez les pourcentages, 33 sur 100 fois 100, ça vous fait 33%, à peu près un quart. Donc, si on fait les calculs, les proportions de souris grises, c'est 100, on avait 100 souris grises, sur un total de 100 plus 33, et on multiplie par 100, ça donne le pourcentage de souris grises de la F2. Ça va nous donner à peu près 75%
qui est l'équivalent de 3/4 gris. Ensuite, si vous faites pourcentage des souris blanches de la F2, ça c'est les pourcentages de F2, de l'énoncé, on va avoir 33 sur 100 plus 33 fois 100, ça te donne à peu près un quart, sensiblement égal à 25%, sensiblement égal à 75%. Voilà. Donc, la production attendue, on avait dit que pour la question 4, que F2 est constitué de 3 quarts G, 1 quart B. F2, c'était le résultat du croisement F1 fois F1, souris grise fois souris grise, donne 3 quarts de souris grise, 1 quart de souris blanche. On en a déduit que les souris grises ne sont pas de race pure, elles sont hybrides. Ensuite, pour retrouver blanc dans la descendance, il faut accepter qu'il y a des gamètes produits par les deux parents qui ont chacun un seul allèle, l'allèle blanc ou bien l'allèle gris. Et donc, pour ce que nous avons fait au tableau tout à l'heure, l'interprétation factorielle, on la retrouve ici, phénotype des parents. On représente les phénotypes par l'allèle du caractère entre crochets. Ensuite, les génotypes, les patrimoines génétiques, comme c'est des races pures, elles sont homozygotes, ces souris. Les gamètes, 100% G, 100% B. Ensuite, pour obtenir F1, ce gamète va rencontrer celui-là. On aura G sur B et l'apparence extérieure G. Ensuite, quand F1 sera croisé avec F1, pour les gamètes de F1, F1 va en produire deux. Des gamètes qui ont G et des gamètes qui ont B, un demi, un demi. Maintenant, pour retrouver la F2, on va mettre dans un tableau les probabilités et les possibilités de rencontre entre gamètes des deux F1. F1 mâle produit un demi de G, un demi de B. F1 femelle produit un demi de G, un demi de B. On va rassembler ces deux gamètes, on a G sur G. Ce gamète et celui-là, G sur B, et on se retrouve avec ces résultats. Le décompte des phénotypes, on se retrouve avec 3 quarts, 1 quart. Donc, cela prouve encore une fois que Mendel avait vu juste en imaginant que les facteurs de F1 se disjoignaient dans les gamètes. Il avait vu juste, il était en avance sur son époque. Deuxième activité, on va voir la notion de teskos. Nous avons vu tout à l'heure que toute souris blanche a un génotype connu. Une souris blanche n'a que du blanc. Parce que si elle a gris, gris va s'imposer et elle sera grise. Donc toute souris blanche est de race pure. C'est clair. Mais les souris grises de la F2, on a vu tout à l'heure dans l'échiquier de croisement de la F2 que certaines souris grises sont G sur G. Elles sont de race pure. Mais il y a des souris grises qui sont hybrides comme celle de la F1. Alors, on nous propose dans un contexte, on nous dit, dans le monohybridisme autosomique à dominance, tout individu de phénotype récessif est de race pure. Il est homozygote, son génotype est certain. Mais, lorsqu'un individu a un phénotype dominant, il peut être hybride, il peut être de race pure. Question, comment connaître son génotype à partir d'un seul croisement? Donc c'est ça la problématique. Comment procéder pour déterminer le génotype d'un individu à phénotype dominant? Document, on te dit que le croisement des souris grises de F2 avec
des souris blanches donnent pour certaines souris 100% de souris grises, mais pour d'autres souris grises de F2, quand elles sont croisées avec des souris blanches, on a la moitié de la descendance qui est blanche, l'autre moitié qui est grise. Consigne. Premièrement, indique les génotypes possibles d'une souris grise et les génotypes ou le génotype possible d'une souris blanche. Détermine les allèles portés par les gamètes de la souris grise de chaque croisement, puis explique les résultats des deux croisements. Donc, on a dit que certains croisements de F2, souris grise fois blanche, donnent 100% de grise. D'autres croisements, grise fois blanche, donnent 50% gris, 50% blanc. On te demande de déterminer les allèles portés par la souris grise dans chacun de ces croisements et explique les résultats obtenus. Enfin, tu vas utiliser les informations précédentes pour proposer une définition du croisement test qu'on appelle également test cross. Donc, vous allez réfléchir et vous allez très rapidement procéder de manière méthodique pour répondre à ces trois questions. Réponse attendue à la première question. On pose la question à M. Jean-Baptiste Ndour. Ah, pas exactement Jean-Baptiste, mais une souris grise peut avoir le génotype G sur G. Elle serait homozygote, mais elle peut très bien avoir le génotype G sur B. Et dans ce cas, on dit que la souris est hétérozygote. Maintenant, une souris blanche, quel génotype peut-elle avoir? On pose la question à mademoiselle Sec. Parfait. Mademoiselle Sec nous dit qu'une souris blanche a un seul génotype possible, B sur B. Effectivement, parce que blanche est récessive. Parfait. Ensuite, pour la deuxième consigne, on nous dit le premier croisement a donné 100% de gris. Si vous faites souris grise fois souris blanche, vous avez 100% de gris. Donc, quel type de gamète a produit la souris grise? Combien de sortes de gamètes? Elle n'a produit, très bien, qu'une seule sorte de gamète, 100% de gamètes qui ont l'allèle gris. Et si une souris ne produit que des gamètes qui ont l'allèle gris, on va dire que cette souris n'a que l'allèle gris. Donc, elle est gris sur gris. Elle est G sur G. Parfait. Par contre, si une souris donne 50%, donc le premier croisement, G fois B, a donné 100% de gris. Donc la souris grise, qu'on appelle la souris testée, a produit 100% de gamètes portant l'allèle G. Elle n'a donc que l'allèle G. Et on vérifie cela. Phénotype G fois B, génotype GG fois BB, 100% de gamètes G, 100% de gamètes B, on a 100% G. Parfait. Mais dans le second croisement, on a constaté qu'il y a certaines souris de la F2 qui sont grises et croisées avec des souris blanches. Elles ont donné 50% de descendants gris et 50% de descendants blancs. Donc, quels sont les gamètes produits par cette souris grise? Si la souris grise engendre des souris grises, elle a produit des gamètes qui ont l'allèle gris. Si cette souris grise croisée avec des souris blanches donne des souris blanches également dans la descendance, nous savons que pour être blanc, il faut recevoir blanc de son père et recevoir blanc de sa mère. Or, l'un des parents est gris. Un parent qui est gris et qui donne l'allèle blanc a donc du gris et du blanc.
donc a produit deux sortes de gamètes. Le parent gris qui a donné du blanc a du blanc, l'allèle blanc. Et comme elle a le phénotype gris, elle a également l'allèle gris. Donc cette souris grise qui a donné des individus blancs a à la fois l'allèle gris et l'allèle blanc. On va dire que c'est une souris hétérozygote. Donc, second croisement, on a eu 50% dans la descendance de gris et de blanc. Donc la souris grise testée a produit 50% de gamètes qui ont l'allèle gris et 50% de gamètes qui ont l'allèle blanc. Elle est donc hétérozygote G sur B. On vérifie. Vérification. Phénotype des parents gris fois blanc. Génotype, comme la souris grise et hybride, G sur B fois B sur B. Gamètes, deux sortes de gamètes. Moitié des gamètes ont G, l'autre moitié AB. 50%, c'est la même chose que 1,5. Par contre, cette souris qui est appelée le testeur ne produit que des allèles, des gamètes qui ont l'allèle petit b. Donc ici, gamètes du testé, 1,5, 1,5. Gamètes du testeur uniquement B, on se retrouve avec 50% G, 50% B. Donc, si on récapitule, quand vous prenez une souris grise que vous croisez avec une souris blanche, la souris blanche n'amène que l'allèle blanc, parce qu'elle est récessive. La souris grise, si elle n'amène que du gris, toute la descendance est grise. Si elle amène du gris et du blanc, on aura des individus gris et des individus blancs. Donc, si on me dit, la souris est-elle grise de race pure ou grise hybride? Si on me donne la descendance du croisement de cette souris avec une souris blanche, tout de suite, les résultats, les phénotypes de la descendance me donnent les renseignements nécessaires. Si tous les descendants sont gris, je dis la souris grise est de race pure. Elle n'a produit qu'une seule catégorie de gamètes qui porte l'allèle gris. Mais s'il y a dans sa descendance et des gris et des blancs, je vais dire que cette souris grise a produit deux sortes de gamètes, donc cette souris grise est hybride. Et par conséquent, troisièmement, si on vous demande de proposer alors une définition simple d'un croisement test au test cross, qu'allez-vous nous proposer? Oui, Cher. Parfait. Parfait. Donc Cher a trouvé, il nous dit que un croisement test, c'est un croisement entre une souris qui a, entre un individu qui a le phénotype dominant, qu'on va appeler le testé, et un individu qui a le phénotype récessif, qu'on va appeler le testeur. Et les résultats de la descendance nous permettent de connaître les allèles portés par les gamètes du testé et d'en déduire le génotype du testé. Donc, ici, un test cross est un croisement entre un individu à phénotype dominant, le testé, et un individu à phénotype récessif, le testeur, afin de déterminer le génotype du testé à partir du résultat du croisement. Les phénotypes de la descendance sont toujours l'expression des allèles portés par les gamètes du testé. Parfait. C'est bon. Donc, si on récapitule pour le test cross, on a un individu qui a le phénotype dominant. Nous voulons connaître son génotype. Nous le croisons avec les récessifs. Si tous les descendants ont le phénotype dominant, on dit ah, le dominant est de race pure. Si la descendance est hétérogène, certains ont le phénotype dominant, d'autres le phénotype récessif, je dis que l'individu testé n'est pas de race pure, il est hybride parce qu'il a engendré des individus qui ont le phénotype récessif. Et pour avoir le phénotype récessif, il faut prendre allèle récessif de son père, allèle récessif de sa mère. Donc si l'un des parents a le phénotype dominant et engendre un individu qui n'a que le phénotype récessif, engendre des individus à phénotype récessif, je dis ces individus ont pris chez ces deux parents, chez leurs deux parents, l'allèle récessif. Donc le parent à phénotype dominant est bien un hybride. Il a l'allèle dominant qui lui donne son caractère, mais il avait caché l'allèle récessif qui fait qu'il peut engendrer un individu à phénotype récessif.
qui vous permettent d'expliquer ces résultats qui sont entre guillemets atypiques. Document 1, on nous dit les croisements réciproques de deux races pures de plantes, à fleurs rouges et l'autre à fleurs blanches, donnent toujours une première génération d'individus à fleurs roses. Autrement dit, race pure, fleurs blanches, race pure, fleurs rouges. On les croise à la première génération, tous les individus se ressemblent, mais ne sont ni blancs ni rouges, mais ont une couleur presque intermédiaire entre la couleur blanche et la couleur rouge. Ensuite, on croise ces individus de la F1 entre eux. Donc, on a fait rouge fois blanc, F1, 100% de rose. Rose fois rose, on a une F2 où rouge réapparaît dans la proportion 1 quart, blanc réapparaît dans la proportion 1 quart, et les roses croisées apparaissent également dans leur descendance dans la proportion 1 demi. Premier document, voilà. Deuxième document, en 1903, un scientifique américain qui se nommait Sutton avait remarqué que le comportement des chromosomes au cours de la méiose rappelait le comportement des facteurs héréditaires tels que l'avait imaginé Mendel. Et il avait donc formulé une hypothèse en disant que les gènes qui sont portés par les chromosomes, qui ont la même répartition que les chromosomes paternels et maternels, doivent être très probablement, ces gènes, ils doivent être très probablement au niveau des chromosomes. Donc, si je lis bien, en 1903, Sutton a mis l'hypothèse que les gènes sont portés par les chromosomes, après avoir constaté que la répartition des chromosomes paternels et maternels de chaque père s'effectue de la même manière au cours de la formation des gamètes. De manière simple, voilà l'observation qu'il a faite et que tout le monde est en mesure de comprendre. G sur B. Ensuite, je mets là une paire de chromosomes homologues. Ça, c'est les chromosomes. En bleu, chromosome paternel. En noir, chromosome maternel. Au niveau de chaque paire de chromosomes homologues, on a un chromosome qui vient du père, un chromosome qui vient de la mère. Et chez l'hybride, vous avez l'allèle dominant, l'allèle récessif chez l'hybride. Quand l'hybride va produire des gamètes, méiose, il y aura deux types de gamètes. Ce gamète, G, B. Ici aussi, méiose, on va se retrouver ici.
Donc Sutton, en 1903, constate que le comportement des chromosomes homologues au cours de la méiose rappelle exactement le comportement des facteurs héréditaires tels qu'imaginés par Mendel. Alors, il formule l'hypothèse que ce que Mendel appelait des facteurs, je crois que ça doit être des fragments de chromosomes. Voilà l'hypothèse formulée par Sutton. Et quelques années, 7 ans plus tard, son autre compatriote, qui travaille sur de petites mouches, les mouches du vinaigre, qu'on verra tout à l'heure, très bientôt avec l'arrivée de la période des mangues, lui, il travaille sur cette mouche et il parvient à montrer effectivement que les facteurs héréditaires imaginés par Mendel ne sont rien d'autre que des portions de chromosomes. Et sa théorie chromosomique permet de valider l'hypothèse formulée par Sutton. Donc en 1910, Morgan et ses collaborateurs établirent la théorie chromosomique de l'hérédité. Le gène est un fragment d'ADN qui commande un caractère héréditaire et qui se trouve toujours au même niveau, à la même place sur le chromosome. Et cette place est appelée le locus. Le locus. Consigne: nomme le type de croisement réalisé en te basant sur le nombre de caractères qui distingue les deux lignées parentales. Deuxième question, précise la relation de dominance entre les caractères en t'appuyant sur l'analyse des phénotypes obtenus en F1. Et troisièmement, tire une conclusion du résultat des croisements réciproques des parents. Enfin, exploite les résultats obtenus à la F2 du document 1 pour préciser le génotype des individus de la F1 et de leurs gamètes. Donc, vous travaillez 10 minutes et on va lire vos productions et amender celles qui ne sont pas très justes. Donc, production attendue. Très bien. Les parents croisés se distinguent par un seul caractère, donc on a un monohybridisme. Ensuite, on nous demande la relation de dominance. Qu'a-t-on obtenu à la F1? Donc, vous dites, à la F1, toutes les fleurs sont roses, rose étant une couleur intermédiaire entre celles des parents. On va en déduire que les allèles responsables respectivement de la couleur blanche et de la couleur grise se sont exprimés simultanément. Parce que les individus de F1 ont du blanc, ont du rouge. Donc on ne peut pas dire que l'allèle blanc ne s'est pas exprimé, mais l'allèle rouge aussi s'est bien exprimé. Les deux allèles se sont exprimés conjointement chez le même individu. Et quand deux allèles s'expriment simultanément chez le même individu, on dit que ces deux allèles sont co-dominants. Et cela me rappelle un peu un combat de lutte. Quand il y a match nul, généralement, l'arbitre, ici, prend la main d'un des lutteurs, la main de l'autre lutteur, et les soulève. Mais s'il y a un seul vainqueur, il ne soulève que la main du vainqueur. Ici, il y a match nul. Les deux sont considérés comme des vainqueurs et tous les deux auront des allèles qui seront représentés en lettres majuscules. Ensuite, troisièmement, on nous dit les croisements réciproques donnent une F1 et ça, c'est à retenir. Chaque fois que des croisements réciproques signifie un mâle blanc croisé par exemple avec une femelle grise, ensuite une femelle blanche avec un mâle gris, puis un mâle gris, puis un mâle blanc avec une femelle grise, on intervertit les sexes. Si en intervertissant les sexes, on parle bien sûr de croisement réciproque dans le jargon de la génétique, si vous avez toujours une F1 qui est homogène, dans le croisement de race pure, il faut en déduire que les caractères sont autosomaux. Si vous n'avez pas la F1 homogène, on verra ce que c'est. Ça nous renverra dans quelque chose dans une partie que nous allons aborder un peu plus tard. Ensuite, donc,
Les deux croisements réciproques ont donné une F1 qui est homogène. Pas de souci, on en déduit que les gènes se trouvent sur les chromosomes communs au père et à la mère. Donc, que vous intervertissez, ça ne change absolument rien. Ces chromosomes sont appelés les autosomes. Quatrièmement, la F2 est hétérogène avec un quart rouge, un quart blanc, un demi-rose. Donc, les individus de F1 sont bien hétérozygotes et leurs allèles se sont séparés à l'intérieur des gamètes. Si je fais rose fois rose, j'ai à la fois du blanc, du rouge et du rose. Pour être blanc, il faut n'avoir que du blanc. Pour être rouge, il faut n'avoir que du rouge. Pour être rose, il faut avoir et du rouge et du blanc. Donc, si deux roses donnent et des blancs, et des rouges, et des roses, ça veut dire que lorsque cet individu rose produisait ces gamètes, les gamètes n'ont pris qu'un seul caractère. Ils n'ont pris qu'un seul allèle. Soit l'allèle rouge, soit l'allèle blanc. Bien que l'individu ait les deux allèles, F1, le gamète de F1 n'est jamais hybride. Jamais hybride. Il prend un seul des deux allèles et en ne prenant qu'un seul des deux allèles, cela conduit à toutes les combinaisons possibles. Blanc rencontrera blanc, on aura phénotype blanc. Blanc rencontrera rouge, on aura le phénotype rose. Rouge rencontrera rouge, on aura le phénotype rouge. Rouge rencontrera blanc, on aura le rose. Et cela nous donne ces résultats. Donc, si on passe à l'interprétation, rouge, phénotype rouge croisé avec phénotype blanc, génotype des parents rouge sur rouge, blanc sur blanc. Ensuite, gamète des parents 100% rouge, 100% blanc. Ensuite, génotype de F1. F1, il résultera de la rencontre de rouge avec blanc. Vous êtes libre de mettre rouge sur blanc ou blanc sur rouge et vous remarquerez en passant que puisqu'il y a codominance, il y a match nul, on doit représenter les allèles en lettres majuscules. Et le phénotype sera rouge-blanc ou blanc-rouge, c'est la même chose. Ensuite, les gamètes de F1, un demi-R, un demi-B, et pour l'échiquier de croisement, F1 mâle donne un demi-R, un demi-B, F1 femelle, un demi-R, un demi-B. On se retrouve ici avec les résultats statistiques de un quart rouge, donc un quart phénotype parental, un quart phénotype parental, un demi phénotype intermédiaire. Conclusion, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux, donc l'expérience est juste. Et sixièmement, pour terminer, pour renseigner un peu, faire une interprétation chromosomique, c'est-à-dire si on s'appuie sur l'hypothèse de Sutton et sur la théorie chromosomique de l'hérédité de Morgan, voilà les phénotypes des parents. Ensuite, les génotypes des parents, on représente les chromosomes parentaux, la paire de chromosomes RR pour le parent rouge, BB pour le parent blanc. Les gamètes, le chromosome, ça c'est une paire de chromosomes homologues, la méiose intervient, le gamète prend un seul. Ici aussi, même chose. F1, qui résulte de la rencontre de ces deux gamètes, sera RB ou BR, c'est la même chose. Les gamètes de F1, 50% ont R, 50% ont B. Donc 50% des gamètes de F1 R, 50% B. Et F1 fois F1 va nous donner F2 qu'on obtient à partir de l'échiquier de croisement. F1 fois F1. Donc l'échiquier de croisement est là. On a un demi-B, un demi-R, un demi-B, un demi-R. Quand B et B se rencontrent, on a un quart, un demi fois un demi donne un quart. BB, phénotype B, blanc. Blanc fois rouge, on va avoir ici un quart, blanc, rouge. Et blanc-rouge, c'est ce que nous avions appelé rose.
Donc rose, c'est BR ou RB. Ensuite, ici, blanc rencontre rouge. On a rouge et blanc. Et le phénotype est rose. Ensuite, rouge rencontre rouge. On a ici rouge, rouge. Donc, le phénotype rouge. Décompte. Donc, dans le monohybridisme à dominance, comme dans le croisement des lignes pôles, donne toujours une F1 et une F2 hétérogène. Mendel fait ses constatations au XXIe siècle. Une explication à partir de facteurs héréditaires. Pour expliquer l'hétérogénéité de la F2, il postula l'existence de couples d'éléments cellulaires, les facteurs héréditaires, capables de se séparer au cours de la formation des gamètes. Donc ça, c'est une autre activité. Donc, on a tout à l'heure, donc vous remontez s'il vous plaît. OK. Donc, on l'a vu, la théorie chromosomique nous permet de comprendre que Mendel avait du génie en imaginant qu'au cours de la formation des gamètes de F1, il y a deux éléments cellulaires qui se séparaient, mais il ne connaissait pas ces éléments cellulaires et il les a appelés des facteurs héréditaires. Ces facteurs ont été établis, confirmés. On sait maintenant, ils ont été mis en évidence par Morgan, qui a montré que les facteurs héréditaires de Mendel ne sont rien d'autre que des fragments d'ADN. Donc aujourd'hui, nous savons que Mendel avait raison et donc c'est les chromosomes qui portent les caractères héréditaires qui ne sont rien d'autre que des fragments d'ADN ou gènes. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous allez revoir ces activités proposées dans le cadre du monohybridisme et la prochaine fois, nous allons aborder les lois de Mendel et l'exception à la première loi de Mendel. Ensuite, on va continuer pour la seconde partie de la génétique qui est tout aussi passionnante. Merci de votre aimable attention. Et n'oubliez pas de respecter les mesures barrières.